tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Avant d'arriver dans le sujet de la vidéo, si je poste bien cette vidéo dimanche 14 janvier, ce dimanche-là, et bien alors ça veut dire que cette petite merveille sort dans 3 jours, mercredi, le 17 janvier. Il s'agit de Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, publiées chez Rajo en partenariat avec Diveka, où vous pouvez retrouver ma nouvelle, Conseil d'abeille. J'espère vraiment que le livre vous plaira, j'espère que ma nouvelle vous plaira, j'espère que vous ferez tout pour l'avoir entre vos petites mains. Et commençons avec le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on parle plus ou moins d'un nouvel accomplissement, puisque le 9, il me semble que c'était mardi, ce n'était pas seulement l'anniversaire d'une très bonne amie à moi, c'était également l'anniversaire de cette chaîne YouTube. Elle a 5 ans. Mais du coup, tous les ans, pour les anniversaires de la chaîne, j'ouvre une foire aux questions. Et selon les années, cette FAQ atterrit sur la chaîne. Parce qu'il y a des années où vous avez été très inspiré et où vous avez posé beaucoup de questions, et des années où c'était pas trop le cas, et donc du coup, j'avais pas matière à faire une vidéo. Cette année, j'ai eu matière. Vous avez été très timide sur Twitter, c'est-à-dire que vous avez retweeté ma demande de questions, ma demande de foire aux questions, mais vous n'avez pas posé de questions, c'est pas grave. Mais sur Instagram, vous m'avez posé 14 questions, et j'en ai aussi reçu une sur YouTube. Du coup, j'ai noté tout ça dans mon carnet avec des jeux de mots de chien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de laisser des questions parce que je sais que je suis personne, voilà, c'est juste moi. C'est good night. J'écris des bouquins et j'essaye de me faire connaître. Donc merci beaucoup aux personnes qui se sont dit tiens, j'ai une petite idée de question, je vais lui poser. Et sans plus attendre, on va y répondre. La première question c'est est-ce que tu as des habitudes d'écriture? J'en ai pas l'impression. Je vous ai déjà parlé de mon manque de concentration, du fait que du coup je n'arrive pas à me poser pour écrire, j'arrive pas à me poser pendant un long moment pour écrire, c'est très compliqué. Du coup j'écris un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis en plus je fais un boulot qui parfois me demande 41 heures de mon attention par semaine, plus les transports. Et un boulot d'ailleurs qui me draine énormément de mon énergie sociale, donc du coup quand je rentre le soir, à part dormir et regarder une énième rediffusion de Desperate Housewives, Supernatural ou Bones, pas trop envie de faire grand chose. En ce moment je joue à Cult of the Lamb. Voilà. Mais du coup, j'essaye de me fixer en tout cas des objectifs hebdomadaires depuis quelques temps et ça marche plutôt bien. C'est chaotique, mais ça marche plutôt bien. En fait, quand je travaille, j'ai pas d'habitude, je peux rien faire. C'est pas que je peux rien faire, mais je peux pas me mettre des habitudes. J'ai pas la concentration pour. Quand je suis en vacances, par contre, quand je suis en congé, parce que du coup, en tant qu'artiste, on n'est jamais vraiment en congé, même s'il y a pas mal de gens qui ont du mal à le comprendre. Du coup, quand je suis en congé de la bibliothèque et que donc je reprends ma casquette d'autrice et de créatrice de contenu à plein temps, ma casquette préférée pendant ces vacances, et là j'ai un emploi du temps un peu plus fixe. Je mets un réveil à l'heure à laquelle je veux me réveiller, je décide d'essayer d'écrire en tout cas tant, de créer pendant tant de temps, et en tout cas si j'arrive pas à écrire pendant tant de temps ou à créer pendant tant de temps, j'ai pour ces vacances des objectifs de création et d'écriture que j'essaye en tout cas d'atteindre. Et j'essaye de me mettre des objectifs que je peux atteindre. Le but c'est pas de se sentir mal, le but c'est pas de ne pas être productive, le but c'est justement de créer quelque chose. Du coup on met des objectifs simples entre guillemets ou en tout cas atteignables. Parce que sinon moi quand j'écris, j'ouvre mon ordinateur et j'écris. J'ai pas de il faut que je sois installée comme ça parce que de toute façon actuellement chez moi il y a encore un gros manque de meubles. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai et j'ai pas grand chose. Mais j'ai pas de je me prépare un thé, j'ai pas de je me prépare ça, j'ai pas de mentalement je fais ça. J'ouvre Word, en général je mets une série que j'ai déjà vue 14 000 fois ou alors je sors une playlist, une énième playlist, j'ai tellement de playlists. Et juste on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Question numéro 2, un format préféré entre le roman et la nouvelle. Le roman. Le roman à 100%. Et en fait c'est pas une question de format préféré quand il se trouve, quand j'écris, je prends le même plaisir entre les deux. Mais clairement, j'ai plus de facilité dans le roman parce que j'aime bien avoir de la place en fait pour écrire, de la place pour respirer. Et les nouvelles, en fait, j'écris très rarement des nouvelles pour moi. J'écris surtout des nouvelles pour des appels à texte. Donc du coup, ce sont des textes qui sont régis par des règles plus ou moins strictes. Et c'est cool, c'est intéressant, ça stimule bien la cervelle. Mais des fois, c'est des règles trop strictes pour moi. Mon petit côté jardinière et mon petit côté je parle, en tout cas à l'écrit. Et c'est souvent ce qui m'est reproché en fait quand j'envoie des nouvelles et que les maisons d'édition prennent le temps de me répondre avec quelque chose d'un peu détaillé. En dehors des soucis de chaque nouvelle, parce que chaque nouvelle a son souci, on me dit très souvent que ça se voit que c'est plus le prologue d'un roman ou les premiers chapitres d'un roman, où ça se voit que j'ai été trop restreint dans l'écriture ou dans tout ça pour vraiment développer quelque chose.
Question numéro 3. As-tu des projets qui ne sont pas dans le genre de l'imaginaire ou dans le format nouvelle roman? Oui, j'ai écrit il y a très longtemps un petit roman sur l'anxiété. J'ai aussi essayé d'écrire, ça fait depuis 2017 je crois que j'essaie d'écrire un roman contemporain très ado et très tranche de vie. Voilà, de temps en temps je reprends mais les pauses sont très longues entre deux écritures et ça avance pas des masses. Et dans le format nouvelle roman, oui, j'écris de l'album jeunesse. J'en ai écrit 2, j'ai l'idée pour un 3e. Et par le passé, je sais pas si ça compte, mais je faisais partie d'une chorale pendant 15 ans, presque 15 ans, pendant toute mon enfance et mon adolescence, où on chantait des chansons et on faisait de la comédie musicale, on faisait du théâtre. Et ces comédies musicales étaient écrites par notre chef de chœur, et j'ai coécrit les 2 derniers spectacles que nous avons faits. Et si on parle très loin dans le futur, j'aimerais beaucoup participer à l'écriture d'un jeu vidéo. Mais ça, on parle de très loin dans le futur, voire même de très loin dans les rêves. Ce genre de rêve où vous savez que vous l'atteindrez très certainement jamais, mais bon, ça fait pas de mal d'y penser de temps en temps. Question numéro 4, t'es plutôt du genre à écrire beaucoup et devoir faire des coupes ou à écrire peu et devoir rajouter? Moi, il faut couper la moitié du bouquin en général, à peu près. Peut-être pas la moitié, 30%, 40%. Faut trancher dans l'art. Je parle trop, j'écris trop pour dire la même chose. Sans déconner, des fois il y a 4-5 paragraphes à la suite qui veulent dire exactement la même chose. C'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin. Je suis jardinière, c'est-à-dire que je ne fais pas de plan, très rarement. En général j'en fais pas, je prends des notes plus qu'autre chose. Et je crache sur le papier pendant des mois, parfois même des années, pour ensuite arriver à un énorme bloc. Et ensuite, quand vient la réécriture, il y a énormément de travail à faire. Il y a rarement qu'une seule réécriture. Et en général, le projet fond beaucoup plus qu'autre chose. Et change beaucoup aussi. Numéro 5, que dirais-tu à la toile d'il y a 5 ans en voyant ce que tu as accompli? Ça me fait rire ce genre de questions parce que j'ai tellement de recul sur plein de choses que j'ai l'impression de ne rien avoir accompli, alors que oui, cette chaîne a 5 ans, j'ai 2 nouvelles publiées. Hello. J'essaie de pas trop penser à la moi de 5 ans et à la moi d'il y a longtemps, parce que on va tomber du côté pessimiste de la force. J'aime pas cette personne. Je ne m'aime pas moi. On en a déjà parlé un peu sur cette chaîne, j'ai une très grande haine de moi-même. Je ne peux pas piffrer la personne que je suis. Donc je ne peux pas piffrer la personne que j'étais. Vous savez, c'est cette mode sur TikTok qui était oui, quand tu dis du mal de toi, pense que tu dis du mal d'elle. Et il y a des photos de vous, enfants, qui défilent. Oui, j'ai envie de dire du mal de cette gamine, je peux pas me la voir, je ne l'aime pas. C'est un tout autre sujet, mais donc du coup, c'est pas que j'ai rien à lui... Enfin, si, j'ai pas grand chose à lui dire, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir évolué plus que ça. Il y a 5 ans, j'avais quitté la fac depuis 1 an déjà, je crois. Je travaillais en ludothèque. Et il y a 5 ans, s'il y a peut-être une chose, voilà, c'était que j'étais pas très sûre de vouloir être publiée. Et c'était pas à cause de la publication en soi, c'était un gros manque de confiance en moi que j'ai toujours, mais que j'arrivais pas à surmonter au point d'envoyer à des maisons d'édition. C'était même pas dans ma tête encore. Il y a 5 ans, j'écrivais des M. Des M qui a rencontré tellement de murs maintenant que c'en est presque comique. Mais sinon, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai aussi une mémoire très catastrophique. Je sais juste que la petite Goodnight a enfin décidé de se lancer sur YouTube, quand même. Ça faisait un moment qu'elle en avait envie, quand même. Elle l'a fait parce que la youtubeuse et la créatrice et autrice Anna Liquider, lui, a lancé le défi de le faire. Elle s'en souvient certainement pas, mais c'est juste un échange de commentaires sous une vidéo. Et au fil de cette chaîne YouTube et au fil de mes réseaux sociaux qui grandissaient, j'ai peut-être pris un tout petit peu plus confiance en moi et en l'écriture, pas beaucoup. J'ai envie de dire qu'en fait, j'ai pas repris confiance, j'ai juste décidé que foutu pour foutu, autant essayer. Et apparemment, c'est la formule magique. Je pense que j'ai pas assez de recul sur la personne que je suis. Je pense que je n'ai pas assez combattu le syndrome de l'imposteur et mon manque de confiance en moi et ma haine de moi pour dire quelque chose à cette personne. Parce que même si je suis certaine que les personnes qui me connaissent, que les personnes qui me suivent, ont vu une évolution peut-être pendant ces 5 ans, moi j'ai l'impression d'être toujours la même personne, de ne pas avoir évolué, de ne rien avoir... voilà. Mon travail a peut-être évolué, mais moi en tant que personne, pas tant que ça. J'écris toujours la même chose. J'aime toujours autant écrire la même chose. Peut-être juste que maintenant je me bats un petit peu plus pour essayer d'y arriver. Peut-être.
Quelle a été ta plus grande peur cette année? Alors dans cette question, il y a aussi le sujet sur lequel tu as le plus grandi. Et comme on vient de parler, moi j'ai pas l'impression de grandir et d'évoluer. J'ai pas assez de recul sur moi-même, donc je peux pas répondre à cette deuxième partie de la question. Ce que je trouve un peu triste. Donc on va passer vite à la première partie. Cette année, il y a eu une très grosse peur au niveau de l'écriture. J'en ai parlé dans mon vlog Conseil d'abeille, la lumière au bout du tunnel, mais je n'arrivais plus à écrire et j'étais vraiment dans un gouffre au niveau de l'écriture où je me disais, bon bah c'est bon, on arrête, ça y est, t'es nul, t'y arriveras jamais. Faut peut-être se réveiller et il faut peut-être écouter les gens qui t'ont dit que l'écriture c'était pas un métier, que tu ne savais pas écrire, que t'étais pas faite pour ça. Pourtant, la Night Marguerite était déjà sortie, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont cru en moi. Et j'ai reçu de très bons retours et j'ai reçu beaucoup de soutien, mais j'arrivais plus à mettre un mot sur le papier, j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à avoir quelque chose à faire de ce que j'écrivais, à aimer ce que je faisais. Écrire c'était une torture, genre j'en parle plus précisément, plus en détail dans ce vlog si jamais vous voulez aller le voir. C'était catastrophique et vraiment dans ma tête c'était bon bah on arrête, c'est bon, on arrête. T'es pas fait pour ça, t'es fait pour vivre une vie avec un boulot basique, t'es faite pour juste ce qu'on attend de toi et c'est tout. Donc me remettre à écrire et retrouver la passion pour l'écriture et retrouver l'amour de l'écriture et retrouver un intérêt dans l'écriture, retrouver cet oxygène mais également retrouver un semblant de je peux le faire, en tout cas il faut que j'essaye. Retrouver cette formule magique de foutu pour foutu, ça m'a pris de janvier à août à peu près, et c'était très long, très long et très douloureux et très compliqué. Question 7. Ton projet d'écriture le plus ambitieux? Je fais pas dans l'ambition, j'essaie d'écrire, enfin je sais pas, j'ai pas l'impression en tout cas de faire dans l'ambition. J'écris ce qui me passe par la tête, moi j'ai l'impression d'écrire du bête et méchant, c'est peut-être pas l'impression que ça donne, j'en sais rien, mais en tout cas là-dessus, sur les thèmes, sur l'originalité, sur l'ambition, sur tout ça, niveau écriture je me prends pas des masses la tête là-dessus. Après je vous l'ai dit, j'aimerais énormément écrire un jeu vidéo, le scénario d'un jeu vidéo, j'aimerais aussi écrire pourquoi pas le scénario d'une série, d'une mini-série plutôt que d'une série, mais on n'en est pas là encore. Là on en est que à des idées de waouh, ça serait trop stylé si tu faisais ça. Mais on n'en est pas encore à se renseigner sur comment ça fonctionne, vous voyez, ni même à avoir des idées. Quoique pour un jeu vidéo, j'ai une idée. J'ai une idée. En fait, je ne sais pas si cette idée, j'en fais un album jeunesse ou si c'est l'idée qui peut-être me lancerait sur cette idée d'écrire le scénario d'un jeu vidéo. Numéro 8. Quelle est ta relation avec tes personnages? Ma relation avec mes personnages, je sais pas. J'ai pas la sensation de les aimer plus que ça, de trouver qu'ils sont incroyables. J'ai un énorme attachement avec Ingrid dans ma tétralogie et avec Tessa dans DM, tout simplement. Mais sinon, c'est pas que j'ai pas d'attachement à mes personnages, c'est qu'en fait mes personnages sont comme des... comment dire, des vaisseaux pour m'exprimer. C'est pas qu'ils me ressemblent ou qu'ils me ressemblent pas, c'est pas que je les aime ou que je les aime pas, c'est qu'ils sont un outil, en fait, pour que je puisse parler. Et parler de tout et de rien. Quand on dit que en tant qu'artiste ça nous permet de nous exprimer, les gens s'attendent à des trucs tellement tragiques, mélancoliques, douloureux. Non, il y a juste certaines personnes d'entre nous qui ont déjà du mal à dire bonjour à la boulangère. Alors du coup, quand le personnage dit bonjour à la boulangère, et ben ça me permet à moi de m'exprimer et de parler. Mes personnages sont tout simplement en fait ce qui me permet de discuter parfois. Et comme l'écriture est mon moyen de respirer, ils sont tout simplement là pour moi quand j'en ai besoin, dans le tragique et le dramatique et le tout ce que vous voulez. Mais également quand ça va. Ils sont un outil de communication. C'est horrible, dit comme ça. J'ai un attachement pour certains d'entre eux. C'est vrai que j'ai appris au cours des réécritures et de l'écriture à beaucoup m'attacher à Noah et surtout à Mila. Dans le conseil d'abeille. C'est un moyen de faire passer certains messages en parlant de harcèlement et de bisexualité. Évidemment que ce sont pas des sujets pris au hasard, évidemment que ça vient de quelque part, mais j'ai pas cette sensation, vous savez, quand des auteurs, autrices font sur Instagram ou sur TikTok ou sur Twitter, partout des vidéos, des machins en disant « Oh, il m'a brisé le cœur, je l'aime tellement, oh, le book boyfriend », pour moi, c'est des mots sur du papier, mais c'est des mots sur du papier qui m'aident énormément juste à discuter. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'écriture est aussi importante pour moi, c'est parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cet outil pour me sentir
vivante, un petit peu plus humaine pour peut-être, je sais pas, avoir l'impression de communiquer en tout cas avec quelqu'un ou quelque chose de manière utile. Parce que moi je déteste les small talk, je déteste les hey, salut comment ça va, les salut qu'est-ce que tu deviens, les machins, je m'en fous, je veux parler d'écriture, je veux parler d'art, je veux parler de musique, je veux parler de jeux vidéo, voilà, c'est tout en fait, je veux parler que de ces choses-là. Et plus on grandit, moins on parle de la vie, de l'avenir, du travail, de la famille, des machins. Et moi, ce sont des sujets que je suis contente pour les gens qui aiment en parler, mais moi, c'est pas mes sujets principaux de conversation. Et du coup, au moins, j'ai les livres pour ça. Alors, question numéro 9. Qu'est-ce que tu changerais par rapport à ta chaîne si tu pouvais revenir à zéro? J'en ai aucune idée parce qu'en fait, je sais toujours pas, après 5 ans, ce que je veux vraiment faire de cette chaîne. En fait, j'ai l'impression que le format discussion devant un mur blanc ou devant sa bibliothèque, parce que ma bibliothèque n'est toujours pas arrivée, elle attend encore dans mon ancienne chambre. Elle va venir au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il y aura des meubles ici, je vous le jure. Mais j'ai pas envie de faire des trucs ultra poussés. J'ai pas envie... Quand je vois le YouTube... Alors j'ai pas envie de critiquer, de cracher sur YouTube, hein, mais quand je vois le tournant que YouTube a pris, où tout le monde fait des gros projets dans les grands... Voilà, des gros projets, des grosses productions, des machins, j'en ai rien à foutre de ça. Si je voulais regarder ce genre de truc, j'allumerais ma télévision. Moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est l'impression de discuter avec des amis, même si on n'est pas vraiment amis, tout le système du parasocial et ce genre de choses. Mais j'ai envie d'un truc simple, d'un truc sincère, de gens qui discutent, tout simplement. Donc en soi, je sais pas. Peut-être que j'aurais commencé à parler de mes romans plus tôt. Peut-être qu'il y a certaines vidéos que je n'aurais pas faites. D'ailleurs, j'en ai supprimé plein. Peut-être que l'anglais aurait fait une plus grosse... aurait fait partie de la chaîne. À la base, quand j'ai commencé cette chaîne, il devait y avoir 2 vidéos par semaine, une en français, une en anglais. Et vous avez vu, toutes celles en français et toutes celles en anglais ont été supprimées au montage ou supprimées juste après avoir été postées parce que je me sentais ridicule et que ça marchait pas. Pour moi, ça marcherait pas. Et c'est assez drôle parce que du coup j'ai posté qu'une seule vidéo en anglais, je crois, qui est restée, qui est toujours sur ma chaîne, elle est plutôt récente, elle date de 2023, et je crois que c'est une de mes vidéos les plus vues. Et peut-être que j'aurais lancé ma chaîne gaming plus tôt, même si elle c'est vraiment un très très gros flop, peut-être que je l'aurais lancée en même temps. Numéro 10, qu'est-ce que tu as appris en étant sur Booktube? Et qu'en fait, il y a des gens qui en ont quelque chose à foutre de ce que tu racontes. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut se lancer sur Booktube ou sur n'importe quoi, hein, sur YouTube, les réseaux sociaux, tout le monde est là. Oui, mais si tout le monde s'en fout. Mais c'est pas possible que tout le monde s'en foute. En fait, tout ça, c'est stupidement une question d'algorithme. À moins que tu sois une horrible personne, les gens vont apprécier ce que tu dis à partir du moment où ils le voient. Et le problème vient de là, c'est que pour beaucoup d'entre nous, quand on débute, personne nous voit. Personne ne sait qu'on est là, on vient d'arriver. Les chaînes qui explosent, c'est rare. Mais quand tu arrives à avoir même l'attention de 2 ou 3 personnes, et il se trouve qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont intéressées par ce que tu racontes. Soit parce que c'est intéressant, soit parce qu'ils s'y reconnaissent. Et en fait, moi j'ai toujours énormément de mal à accepter ça, à accepter le fait qu'il y a des gens qui attendent que mes vidéos sortent. Il y a des gens qui attendent que mes bouquins sortent. Il y a des gens qui en ont quelque chose à faire de ce que j'ai à dire. Alors, je ne comprends pas, mais j'ai au moins appris ça. Même si c'est brouillon, même si c'est fouillis, même si ce n'est pas toujours très bien développé, nous avons toujours quelque chose à dire et il y aura toujours quelqu'un pour écouter. Numéro 11, ta vidéo préférée sur ta chaîne est celle que tu aimes le moins. J'ai pas vraiment de vidéo préférée sur ma chaîne, j'ai une playlist préférée en fait, qui est une playlist qui s'appelle Mes livres, et où tout simplement, c'est une playlist que j'ai créée quand la Night Marguerite est sortie, et que je nourris encore un petit peu maintenant avec Conseil d'abeille, et que j'espère nourrir encore plus. C'est tout simplement la playlist où je me sens vraiment autrice. Et ensuite les vidéos que j'aime le moins, ça va, ça vient. Comme je vous l'ai dit, je me trouve pas très intéressante, je ne m'aime pas beaucoup, voilà, physiquement, mentalement, personnellement, voilà, tout ça. Et donc du coup, il y a plein de vidéos que des fois j'aime, et des fois je me dis je vais les supprimer, elle est horrible, et des fois je finis par les supprimer. Il y a plein de vidéos qui ont été supprimées depuis le début de la chaîne, vous avez sûrement rien vu, mais il y en a plein qui ont été supprimées. Ça dépend, voilà, ça va, ça vient. Ça, je pense que c'est pas toujours la faute de la vidéo. Numéro 12, comment te sens-tu avec 2 nouvelles publiées? C'est trop bizarre. En fait, c'est trop bizarre parce que je suis constamment dans 3 moods.
Ouais, 3. Je fais pas les choses à moitié. La première, je suis surexcitée, une vraie puce. Je cours partout, je saute partout, j'en parle à tout le monde. Vraiment, à tout le monde. Pas vraiment à tout le monde. Il y a des gens, je veux pas qu'ils le sachent, et comme je vous l'ai dit, c'est pas comme ça que je vois l'écriture. Mais il y a des gens autour de moi, ils doivent en avoir ras-le-bol, la tête comme ça. Ils doivent prier pour que ça sorte et pour que je me taise. Et je me tairai pas. D'un autre côté, eh ben, il y a la Goodnight angoissée, anxieuse et stressée de la vie, qui pense que tout le monde va la détester et que ça y est, c'est la fin de sa carrière, et qui pense que peut-être que c'est la dernière fois qu'elle est publiée et qu'elle devrait en profiter à fond parce que ça y est, ce moment est passé. Et on l'aime pas trop cette Goodnight là, on n'est pas fan, pas fan. Et la troisième, c'est un mood bizarre que j'ai de temps en temps. C'est un mood où j'ai l'impression d'avoir la grosse tête. Mais d'un côté, parfois il faut avoir la grosse tête. Parfois il faut être fan de ce qu'on fait, parfois il faut apprendre à apprécier notre propre valeur. Et la réalité, c'est que moi je pense, je vous l'ai dit, hein, pas de valeur, pas tout ça, nanana, syndrome de l'imposteur, mais il y a des fois où je me dis, mais Goodnight, t'as bossé dur pour ça. C'est normal. Et ça, c'est un mood très étrange. Parce que c'est pas un mood que j'ai l'habitude d'avoir, c'est pas un mood qui me ressemble entre guillemets, parce que moi, le mood qui me ressemble, c'est la Goodnight angoissée. C'est celle qui pleure dans le fond de son lit parce qu'elle est persuadée d'être une autrice de merde. Mais d'un côté, eh ben, ces 5 dernières années, j'ai fait presque 100 envois en maison d'édition, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des albums, j'ai fait cette chaîne YouTube, je suis à fond sur mes réseaux sociaux, j'essaye de me faire un réseau avec des éditeuristes et avec des auteurices, je travaille dans le monde du livre, même si je suis bibliothécaire et que c'est pas dans le monde de l'écriture, mais je travaille dans le monde du livre, et donc il m'arrive parfois d'avoir cette espèce d'élan de lucidité où je m'arrête et où je me dis, mais en fait, Goodnight, mais t'as bossé pour ça, et en général, quand on bosse pour quelque chose et qu'on l'obtient, c'est normal. C'est normal. J'ai travaillé dur pour que La Night Marguerite soit publiée, j'ai travaillé dur pour que Conseil d'abeille soit publié, je travaille dur pour que les prochains romans soient publiés. J'ai des projets plein la tête et j'ai des images parfois le soir quand je m'endors où je m'imagine autrice à plein temps. Je travaille dur pour cette chaîne, je travaille dur pour mes réseaux sociaux, que ce soit au niveau du contenu, au niveau des statistiques, au niveau d'en parler, au niveau de tout ça. J'essaye d'être active de ce côté-là. Parce qu'au final, quand t'as un projet, moi mon projet c'est d'un jour vivre de l'écriture, peut-être que ce projet n'est pas atteignable en soi, mais à chaque fois que je passe des paliers, ok, c'est super cool, félicitations, mais est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas le chemin tout simplement que j'ai prévu de prendre? Alors oui, c'est très mégalo, c'est très grosse tête, mais en même temps, eh ben ça fait respirer un petit peu, de se dire, bah oui, t'as travaillé pour ça, c'est normal, c'est le cours des choses, c'est ce pourquoi je travaille nuit et jour, c'est ce pourquoi je travaille toute la journée, c'est ce à quoi je pense constamment, et c'est aussi super excitant et super angoissant. Numéro 13. Numéro 13. Y a-t-il un chien dans Conseil d'abeille? Malone. Malone, je suis désolée. Je vais te briser le cœur. Où sont tes livres, Malone? J'aimerais bien les montrer. Merde, qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai trouvés. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de meubles, il y a des bouquins partout dans la baraque. Dans l'aquarium. Malone Silence. Un auteur d'horreur psychologique. Il me semble que c'est ça. Je suis très nulle dans les genres. Excuse-moi Malone si je me trompe. Auteur d'horreur psychologique, Les Hurlements Noyés, Les Pleurs du Vide, de la trilogie Stanley n'est pas mort. Honnêtement, une claque dans ma tronche, hein, c'est incroyable. Il faut que vous suiviez Malone, que ce soit pour la personne qu'il est, parce que, excusez-moi, mais incroyable, tout simplement. Merci énormément pour ton soutien d'ailleurs. Ça par contre, je sais pas d'où ça vient, enfin je le mérite pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Respire, d'accord? Je t'adore. Mais donc du coup, oui, un auteur incroyable. Récit psychologique situé entre l'horreur, l'urban fantasy et le post-apocalyptique. Quand on demande, les choses sont écrites parfois. C'est pas la première fois que je vous parle de Malone Silence, c'est pas la première fois que je vous parle de la trilogie Stanley n'est pas mort, et c'est très certainement pas la dernière fois. Il faut suivre la personne, il faut suivre l'auteur, il faut suivre le créateur de contenu, il faut suivre... C'est incroyable. C'est tout un univers, c'est magnifique. Et si vous suivez Malone, vous savez que Malone adore les chiens. Il y en a dans Stanley n'est pas mort. Malone et moi, on s'envoie des réels et des photos de chiens en DM Instagram. Alors j'ai pas envie de dire tous les jours, mais on n'en est pas loin. J'aime beaucoup les chiens, Malone. Je te jure que j'adore les chiens. Je veux un chien. J'ai toujours voulu un chien. J'ai toujours tanné mes parents pour avoir un chien. Il n'y a pas de chien dans Conseil d'abeille et je crois qu'il n'y a jamais eu de chien dans mes romans. Il y a souvent des chats. DM a un chat qui parle. Mon roman de vampire que je n'ai jamais terminé, que j'ai à peine commencé, a un chat très important. Oui,
Oui, c'est pas rare qu'il y a des chats. Il n'y en a pas dans Conseil d'abeilles non plus. Mais je tiens à rappeler qu'il n'y a pas d'abeilles dans Conseil d'abeilles. Donc, ouais. Mais j'ai écrit une tétralogie de loups-garous. C'est pas vraiment des chiens, mais il y en a, ils se transforment en loups au bout d'un moment. Pardonnez? Question numéro 14. Tu préfères l'étape de l'écriture ou de la réécriture? Alors écoutez-moi bien. Le jour où je vous réponds que je préfère la réécriture, appelez un exorciste. Il y a un problème. Je déteste la réécriture. C'est viscéral. Je hais réécrire mes bouquins. La réécriture, c'est me mettre face à toute la nullité de mes romans. Comme je vous l'ai dit, je crache, et j'écris et je réfléchis pas et voilà. Et relire tout ça, et ben c'est relire je sais pas, une mélasse ratée, une mélasse qui veut pas dire grand chose et qui est pas bien écrite. Et oui, la réécriture est nécessaire, et oui, en sortant de la réécriture ou des réécritures, on obtient quelque chose qui ressemble à quelque chose. Il y a beaucoup de quelque chose dans cette phrase. Mais alors, qu'est-ce que c'est douloureux, et qu'est-ce que c'est long, et qu'est-ce que c'est insupportable, et qu'est-ce que c'est que de la remise en question, et qu'est-ce que c'est que des larmes. Je déteste réécrire mes bouquins, mais alors, ouf, que ce soit toute seule, ou en bêta lecture, ou en alpha lecture, je découvre l'alpha lecture depuis mi-2023, je peux pas, c'est insupportable. Qui a osé écrire ça? Qui a osé me donner l'autorisation d'écrire? Qui m'a donné l'accès à Microsoft Word? Il faut arrêter. Non, non, l'écriture, toujours à 2000%, l'écriture. J'ai tellement de projets que je n'ai jamais relus, que j'ai écrit, et que... voilà, c'est tout, je les ai écrits, et puis maintenant, ils restent dans des dossiers, et ils attendent sagement que quelqu'un s'intéresse à eux, et ça va pas arriver tout de suite. Il y a aussi le fait que j'accepte énormément qu'il y a des projets que j'ai écrits, et qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là, et qui m'ont appris des choses sur l'écriture et sur qui je suis, mais que je ne veux pas voir publiés. Donc du coup, je me cache dans le fait que pour moi, ces livres-là n'ont pas à être publiés, ça m'intéresse pas de les publier, ils ne valent pas le coup, ou moi, ça me donne pas envie. Et donc du coup, je me cache derrière ça pour me dire, bah, j'ai pas besoin de les réécrire, on s'en fout, ça y est, c'est bon. Puis j'ai pas besoin de les réécrire, puisque la réécriture, c'est quand même quelque chose que vous devez songer pour la publication. Si vous écrivez juste pour vous, c'est pas obligatoire. Et enfin, la dernière question, qui est la question que j'ai reçue sur YouTube, merci beaucoup à toi. Comment est-ce que tu arrives à gérer ta santé mentale, ton travail et ta passion? Moi, je gère que dalle. Faut arrêter de penser que je gère des trucs. Ma santé mentale est chaotique, ma santé mentale est beaucoup dans le flou et dans le brouillard, parce que j'essaye de pas trop y penser, mais elle est toujours un peu là. Elle est souvent vers le bas, très rarement vers le haut. Je suis une personne très pessimiste, je suis une personne qui a peur de l'avenir, qui a peur des gens. Donc non, de niveau santé mentale, on est très souvent vers les hauts, vers les bas, vers les hauts, vers les bas, et très souvent vers le bas plus que vers le haut. En fait, la réalité c'est que il y a un haut, il y a un bas et il y a un milieu. Mais en général, moi j'oscille entre le bas, très bas, et le milieu. Il y a rarement du haut, très rarement. C'est des éclats, les hauts. En général, moi c'est sur le milieu. En général, je dis, aujourd'hui j'ai eu une journée ok. Elle n'était pas exceptionnelle, elle n'était pas bien. Si elle n'existait pas, eh ben ça serait super. Mais j'ai connu pire, donc j'ai eu une journée ok. Et on essaye de viser les journées ok. Au niveau du travail, c'est compliqué. Les travails, des fois, ça me demande 41 heures de travail par semaine, plus les transports. Ça me draine énormément mon énergie et ma batterie sociale, parce que, voilà, moi je suis pas une personne qui a beaucoup d'énergie à revendre, et je suis pas une personne qui a beaucoup de social à revendre. Donc du coup, oui, certaines semaines, c'est très compliqué. Ce serait pareil dans n'importe quel autre boulot. C'est pas le boulot, le souci c'est moi, et puis j'estime que c'est pas un souci. On n'est pas tous obligés de déborder d'énergie, et on n'est pas tous obligés de vouloir voir des humains toute la journée. C'est un peu con de travailler dans le public du coup, mais voilà. C'est-à-dire que sourire et montrer de l'énergie et être poli et faire attention à ce que je dis toute la journée, tout en ayant mon syndrome de l'imposteur qui me répète toute la journée que je dis de la merde et que je fais de la merde et que je suis nulle et que je connais pas mon métier et que voilà, tout le monde me déteste, ça bouffe de l'énergie. Du coup, quand je rentre le soir, il n'y a pas beaucoup d'équilibre entre ma santé mentale et l'écriture. Il y a beaucoup de moi qui me morfont dans mon lit. Pas mal de choses dans le privé, voilà, qui font que... compliqué aussi. Et il se trouve que l'écriture, c'est plus simple quand on a des jours ok. Des gens qui disent, oui, les auteurs, autrices, autoristes, c'est quand ils vont mal qu'ils écrivent, c'est leur douleur sur le papier. Alors je dis pas que c'est pas vrai, et je dis pas que c'est pas le cas. Oui, je mets parfois ma douleur sur le papier, mais le problème c'est que quand je suis en train de ressentir cette douleur, je peux rien mettre sur le papier, pas possible.
c'est pas possible. Donc on vise les jours ok, on vise les jours où ça va à peu près, on vise les jours où il y a des petites victoires, parfois qui sont des éclats, et ces petites victoires, des fois c'est juste aller au travail, des fois c'est juste aller faire mes courses. Je suis allée faire mes courses hier, c'était une victoire. Il y a aussi tout le côté social à côté, parce que ça on n'en parle pas, mais pour moi, sociabiliser, c'est compliqué. Pour moi, parfois, voir mes amis, j'ai très envie de les voir, mais physiquement et mentalement, c'est compliqué. Et pourtant, je les adore et je les aime, et dans l'idée, oui, j'ai envie de les voir tous les jours. Mais dans la pratique, des fois, c'est pas possible. Et dans l'idée aussi, des fois, j'ai pas envie. Il y a ça aussi à accepter. Des fois, je ressens pas le besoin de sociabiliser. Faut pas penser que à chaque fois que mes amis sortent, et ben moi je pleure en boule parce que mon Dieu, j'y suis pas allée. Non, des fois, mes amis, ils vont faire un bowling. Et bah tant mieux pour eux, je suis contente pour eux. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de regarder Supernatural. C'est pour ça que je ressens jamais aucune jalousie quand mes amis font des choses sans moi. Je pars du principe que mes amis savent maintenant de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas encore capable. Je pars aussi du principe que si mes amis avaient envie de me voir à ce moment-là, eh ben ils m'auraient demandé de venir, tout simplement. Je suis invitée à pas mal de trucs, à beaucoup plus de trucs qu'avant, parce que bah maintenant je suis avec des amis qui m'acceptent comme je suis, qui me comprennent et qui comprennent quand je dis non, et pour qui j'ai pas besoin de mentir quand je dis non, pour qui j'ai vraiment besoin, je peux vraiment dire que en ce moment ça va pas et je peux pas, qu'en ce moment j'ai pas envie, voilà, et qui l'acceptent. Donc c'est beaucoup plus simple, et c'est vrai que niveau amitié, du coup, ma santé mentale va mieux. Niveau amitié, j'ai vraiment l'impression d'être entourée de personnes qui en ont quelque chose à faire de qui je suis, qui m'apprécient pour ce que je suis et pour qui j'ai pas besoin de faire semblant. Et c'est beaucoup plus facile de recevoir et de donner de l'amour et de l'amitié quand on se sent accepté tout simplement et quand on se sent écouté. Bref, on a un petit peu déraillé du sujet, mais c'est vrai que pour beaucoup, on oublie aussi que le social fait partie de... En fait, c'est pas un triangle travail, passion, santé mentale, c'est un carré. Social, donc les amis, la famille, mental, travail, passion. Et j'ai vraiment hâte que ça redevienne peut-être un jour un triangle où le travail et la passion. Donc voilà, ça va, ça vient. Il y a des jours très bas, des jours ok, parfois des petits éclats vers le bon, comme genre quand on est publié par exemple, ça fait ch'touing. Et c'est toujours agréable. Vous voyez cette espèce de jeu dans les fêtes foraines ou les trucs comme ça, où t'as un gros marteau et il faut taper le plus haut possible. Et ben dans ma vie c'est ça. Des fois et ben j'ai pas la force du marteau donc on est en bas, et des fois j'ai une force et donc poum, ça fait ch'ting, mais ça redescend. Mais c'est pas grave, on a profité du ch'ting. Bref, faut que j'arrête avec mes métaphores. Il y a rien à gérer en soi. En fait, j'ai accepté de lâcher prise sur certaines choses aussi. J'ai accepté qu'il y a des choses que je peux pas faire et que et ben on s'en fout que les autres veuillent que je le fasse. Parce que les gens qui tiennent vraiment à moi et les gens qui m'écoutent arrêteront de me demander de le faire ou m'aideront à le faire. Et c'est en m'aidant à le faire et en m'aidant quand je demande de l'aide. Parce que c'est chiant aussi les gens qui... En fait, c'est pas qu'ils te proposent de l'aide, c'est qu'ils te forcent leur aide. Et ça part pas d'une mauvaise intention. Mais du coup, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour moi? Est-ce que tu le fais pour que notre relation soit plus simple ou est-ce que tu le fais pour m'aider? Parce que si j'avais besoin d'aide, eh ben je sais demander de l'aide. Je sais où sont mes faiblesses, je sais où sont mes capacités. Et je sais ce que je veux gérer et ce que je peux gérer. Et je sais demander de l'aide. Si je le fais pas, c'est que je ne veux pas. Ou que j'estime ne pas en avoir besoin maintenant. Ou que je travaille sur autre chose. On a encore dévié de sujet. Merde. Je suis pas obligée de sortir, je suis pas obligée de trouver que tous les jours sont incroyables, je suis pas obligée d'aimer la vie. Moi je suis là. Je vis au jour le jour. On m'a pas trop demandé mon avis pour être là. Et donc bah, je fais ce que je peux quand je peux, et je fais ce que je veux quand je veux et peux. L'écriture, qui est à la fois du coup une passion et maintenant mon travail, sera toujours ma priorité. C'est le top 1. C'est tout. C'est tout ce que je suis et tout ce que je fais. Et si l'écriture peut être la priorité ou a besoin d'être la priorité sur le travail, sur la santé mentale ou sur le social, et ben ce sera toujours l'écriture qui l'emportera. Mais il y a des fois où c'est pas possible. Voilà, moi en 2023, j'allais dire en ce début d'année, on est en 2024 déjà. Moi en 2023, l'écriture c'était plus la priorité. Ça a été difficile et douloureux, mais en même temps, et ben la vie a continué et il fallait bien. On fait comme on peut quand on peut, et on fait comme on veut quand on veut et peut. Et foutu pour foutu, autant essayer et apprendre à s'écouter. Parce qu'au final, cette vie c'est la mienne, et même si je ne peux pas la vivre à 100% comme je veux, eh ben je vais grappiller les pourcents que je peux avoir. Et que je veux vivre comme je veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est longue, je pense, elle va être chiante à monter. Mercredi, nos identités futures, celles qu'on espère... Non, c'est pas ça.
Mercredi, nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Conseil d'abeille, ne vous inquiétez pas, les autres nouvelles sont absolument incroyables aussi. Le 17 janvier, mercredi, je vais continuer de le répéter, le 17 janvier, mercredi, achetez-moi, achetez-moi. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, ces longues minutes en ma compagnie. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous, et je vous dis à dimanche prochain ou à un prochain dimanche.